Vous êtes bien sur le plateau de KNF et oui, tous les jours, midi, 18h, 23h, je suis en forme parce que je vous retrouve sur la chaîne numéro 23 du satellite et 7 sur la box SFR, sans oublier le live Facebook sur Éclair FM TV. Abonnez-vous, on vous parle un petit peu de tout ce qui se passe en Guadeloupe et bien sûr des phénomènes qui reviennent souvent dans vos oreilles, tel le syndrome de Peter Pan. Oui, si vous êtes là tous les midis, vous voyez le syndrome de Peter Pan. Vous ne savez pas ce que c'est? Je reçois ma chroniqueuse préférée, Néhémie Martin. Nous fait. Ça va très bien, et toi? Ah ben écoute, ça va parce que encore une fois, tu as le swag. On est assorti si ça fait du bien aux yeux des téléspectateurs. Alors tu vas nous expliquer ce qu'est le syndrome de Peter Pan. Alors, le syndrome de Peter Pan, c'est quelque chose qui a été théorisé vers les années 70 à peu près, et qui en fait parle en général des hommes, mais on va revenir un peu là-dessus parce que les femmes sont aussi concernées, qui sont en fait dans une sorte de fuite des responsabilités et globalement dans un refus de grandir. Dans un refus de grandir, vous avez donc compris. Mais pourquoi? Après, ça paraît bête la question, effectivement, pourquoi Peter Pan? Parce que c'est plus parlant? Oui, c'est vrai, parce que c'est un personnage qui symboliquement en fait nous parle d'un univers imaginaire, du refus de devenir adulte. Et c'est vrai qu'il y a quelque chose d'un petit peu malicieux, on peut s'identifier aussi à ce personnage. Donc je pense qu'effectivement ça a été théorisé de la sorte, parce que symboliquement il y a toute cette dimension qui est assez chargée. On sait que c'est en fait un enfant, mais qui ne veut pas devenir adulte, qui a cette crainte et même un peu cette angoisse de devenir adulte. Mais est-ce que c'est péjoratif? C'est-à-dire qu'on a l'impression, voilà, que lorsqu'on est un homme adulte et qu'on nous dit « Ah, mais toi tu as le syndrome de Peter Pan », qu'en fait on ne devient pas mature, on ne grandit pas, bref, on reste un petit peu tébé, excusez-moi du terme, mais est-ce que c'est péjoratif lorsqu'on est atteint du syndrome de Peter Pan? Dans une société où les responsabilités s'amoncellent les unes sur les autres, je pense que oui, il y a une dimension toujours un peu péjorative qui est sous-jacente. Après, est-ce qu'avoir une âme d'enfant, c'est quelque chose effectivement de mal? En soi, non, c'est toujours cette question de la quantité, de ce que ça représente et à quel point est-ce que ça peut, entre guillemets, un peu handicaper la personne qui effectivement pourrait avoir le syndrome de Peter Pan. Parce que ça peut être quelque chose d'intéressant, mais ça peut aussi être quelque chose qui peut enfermer aussi la personne. Ah ouais, comment l'enfermer? Ben, en fait, tout simplement parce que quand on parle du refus de grandir, on parle du refus des responsabilités. Donc ça veut dire ne pas forcément arriver à avoir un rôle professionnel, ne pas aussi forcément réussir à s'engager sentimentalement, affectivement. Donc il y a un tas de dimensions en fait que ça comporte qu'on ne devine pas, parce que ce qu'on s'imagine, c'est que c'est une personne tout simplement hyper joviale, avec énormément d'entrain et d'enthousiasme, mais il y a aussi des dimensions où effectivement il y a du vide. Ce sont des personnes qui n'arrivent pas à faire face ou même qui ne veulent pas faire face aux responsabilités. Et à partir de quel âge on peut dire que quelqu'un a donc le syndrome de Peter Pan? Est-ce qu'à 20 ans, 25 ans, 30 ans, 45 ans? Dis-nous tout. Alors, on commence à en parler vers la vingtaine, donc cet âge... Vers la vingtaine? Et oui, vers la vingtaine. Mais moi, j'ai fait le syndrome de la fée clochette. Vers la vingtaine? C'est ça. C'est fou, ok, d'accord. Oui, parce qu'en fait, c'est là que interviennent toute cette question de l'orientation ou professionnelle ou des études. C'est là qu'on parle déjà de jeunes adultes, en fait. Et c'est là qu'on voit se caractériser des comportements de fuite, d'évitement des responsabilités. Donc aux alentours de 20, on en parle aussi de façon bien marquante vers les 25 ans, parce que là on est vraiment dans un âge, on va dire, qui est entre deux, entre les 20 ans, la trentaine aussi, qui représente vraiment l'âge adulte. Donc ça se développe et ça se remarque surtout à ces âges-là. Ça me choque. Moi, je pensais qu'elle allait me répondre 30 ans, 20 ans. C'est fou. Et comment est-ce qu'on peut déceler donc le syndrome de Peter Pan? Est-ce que c'est une façon d'être, de parler, comme tu l'as dit, une difficulté un petit peu à avoir des engagements et des responsabilités? Comment est-ce qu'on détecte tout ça? Ce qu'il faut aussi comprendre, c'est qu'on peut avoir dans l'imaginaire collectif l'idée d'une personne qui ne serait pas forcément très futée, puisqu'elle ne ferait pas face à ses responsabilités. En fait, ce n'est pas forcément le cas. Parce que ce qui se passe dans le syndrome de Peter Pan, c'est qu'on y reviendra, ce qui se développe, c'est une résistance au final à grandir, comme on l'a dit. Et pourquoi? Parce que très souvent, il y a des causes qui génèrent effectivement ce syndrome. Donc ce qui se passe, c'est que la personne, inconsciemment, elle va protéger tout l'aspect émotionnel. Elle n'arrive pas à développer ses émotions d'adulte,
adulte. Mais l'aspect cognitif, intellectuel se développe. Donc on peut avoir des personnes en fait très intéressantes qui peuvent même avoir un discours avec qui on peut échanger, mais qui n'arrivent pas effectivement à faire face aux responsabilités parce que l'aspect émotionnel n'a pas grandi. Donc des personnes hyper intelligentes parfois, ou en tout cas intéressantes, mais qui peuvent avoir aussi des réactions très pulsionnelles ou des réactions effectivement très enfantines. C'est fou. Donc finalement, si je suis ton raisonnement, si je suis un adulte qui finalement est marié à une situation professionnelle, mais dans ma tête je suis un enfant, on va dire jovial, on ne peut pas dire que je suis atteint du syndrome de Peter Pan. Finalement. Parce que tu as pu à ce moment-là franchir la question de l'engagement, il y a des chances pour que... Est-ce qu'on peut avoir les deux? C'est-à-dire arriver à avoir des responsabilités, aller voilà ce que le système et la vie nous demandent, voilà, femme, enfant, métier, voilà, dette et compagnie, et en même temps avoir son âme d'enfant. C'est-à-dire peut-être avoir une chambre avec Dragon Ball Z, compagnie, regarder des dessins animés, avoir justement un émotionnel assez gamin. Est-ce que c'est possible d'avoir les deux? Oui, alors à ce moment-là, on n'est pas franchement dans le syndrome de Peter Pan, on est effectivement simplement dans une âme d'enfant qui en fait en soi n'a rien de mal, même au contraire, qui permet de faire aussi survivre la part un peu, on va dire, d'enthousiasme, parfois un peu de rêve, donc ce n'est pas forcément quelque chose de négatif. Après, pour vraiment ce qui concerne les personnes qui seraient un peu atteintes du syndrome de Peter Pan, il arrive qu'elles construisent effectivement une vie, mais il s'agit très souvent d'une question d'une vie un peu en façade, parce que quand on creuse, il y a beaucoup de choses qui sont laissées un petit peu, on va dire, en chantier et qui ne sont pas forcément prises en considération ni prises au sérieux. Et ce sont des personnes qui peuvent se retrouver dans un schéma de vie un peu classique, mais souvent parce qu'on a quelqu'un d'autre qui les a un peu entraînés, qui les a un petit peu, entre guillemets, persuadés finalement d'y aller, mais sans vraiment la conviction, puisque, comme je le disais tout à l'heure, la notion d'engagement, c'est quelque chose d'assez fragile chez ces personnes. Alors, quels sont les côtés négatifs, justement, du syndrome de Peter Pan? Alors, au syndrome de Peter Pan, il y a les côtés négatifs pour soi et les côtés négatifs effectivement pour les autres. Donc, ce qui se passe, c'est que au niveau individuel, comme je le disais, donc c'est cette question de ne pas faire face aux responsabilités, se retrouver en difficulté. On a tout un tas finalement de responsabilités dans le quotidien auxquelles il va falloir faire face. Donc, des personnes qui vont s'endetter, qui vont pas réussir à tenir effectivement un job, qui vont pas réussir à se lever le matin, qui vont s'enfermer dans une bulle en fait de régression. Qui peuvent vraiment littéralement passer leur journée à être juste gamer, à vraiment juste écouter leur plaisir et leur pulsion sans forcément aller vers la question de l'âge adulte en fait. Donc ça c'est vraiment pour la part on va dire personnelle. La part externe, donc les personnes qui vont être en face évidemment vont subir cela. Les parents déjà de ces personnes parce qu'on se retrouve avec ce qu'on appelle des adolescents, des adultes. Des adolescents. J'adore l'invité. Franchement, adolescent, ok. Ouais, et il dit tout en fait ce terme. Ouais, exactement. C'est un entre-deux, entre l'âge adulte en apparence et puis au final un manque de responsabilisation qui est peut-être un peu relatif finalement et qu'on pourrait attendre, en tout cas accepter de la part de l'adolescent. Donc on a cet entre-deux qui va être difficile pour les personnes externes. Pour prendre des exemples pratiques, une personne qui peut avoir atteint les 30-40 ans, qui ne va pas pouvoir s'empêcher de demander moult services à ses parents, mais tout le temps de façon vraiment constante, pas parce qu'ils ont en difficulté, mais parce que réellement, ils considèrent qu'ils restent dans ce rôle d'enfant. Donc il y a cet aspect-là, et puis du point de vue, bien sûr, là où c'est compliqué, c'est du point de vue sentimental et affectif. Ce sont des personnes qui sont un peu insaisissables, qui n'arrivent pas forcément à voir l'aspect sérieux au final d'une relation, et l'engagement est quelque chose de très très angoissant au final pour eux, puisque c'est relatif à l'âge adulte. Mais justement, on a l'impression en t'écoutant qu'ils ont donc du mal à s'intégrer dans la société avec les gens de leur âge. Est-ce que justement, celui qui est donc atteint du syndrome de Peter Pan a des relations qu'avec des plus jeunes? Finalement. Je vais prendre un exemple qui parle à tout le monde, celui de Michael Jackson. Exact. Lis dans ma tablette. Et lui, en fait, rien qu'avec son nom, on voit toute la dimension d'isolement, en fait, ce que ça comporte. Pas les stratégies uniquement, mais au final, tout un mode de vie qui est calqué sur ce syndrome. Alors lui, dans son personnage, s'identifie clairement à Peter Pan et puis il le défend même. Et donc, quelque part, il l'incarne et il en a conscience. Tous n'ont pas conscience de ça. C'est-à-dire ça fait partie de la problématique, c'est qu'il y a du déni. Lui en particulier, il illustre quoi?
qu'on se crée une bulle. Une bulle où au final, tout ce qui est trop adulte, tout ce qui est trop responsable doit être mis à distance parce que ça devient comme un objet un peu phobique, quelque chose qui fait peur et qu'on essaye d'écarter. Donc ce sont des personnes qui peuvent se retrouver isolées, puisqu'elles n'arrivent pas forcément à s'identifier à ce monde adulte. Donc il y a un mal-être en fait sous-jacent à tout ça. Ok, waouh. Et franchement, et je sais pas, réagissez sur les réseaux sociaux et dites-moi si vous sentez que vous avez le syndrome de Peter Pan. Et tout à l'heure, tu nous as dit effectivement que ça touchait un petit peu plus les hommes que les femmes. Oui. Allons-y, rentrons dans le vif du sujet. Pourquoi les hommes? Est-ce que justement, c'est parce qu'on a plusieurs, je dirais passion, je dis passion, mais ça, tout à l'heure tu as utilisé le mot gamer. Effectivement, on adore les jeux, on adore la danse, on adore le sport, effectivement, on est beaucoup distrait. Est-ce que c'est par rapport à ça ou pas du tout? Je pense qu'on ne peut pas parler du syndrome de Peter Pan sans parler du patriarcat en fait. Parce que, oui, parce que eh bien, tout ça, ça parle aussi de... En tout cas, ça interroge sur les modèles éducatifs qu'on peut avoir, qu'on a pu aussi avoir. Surtout que c'est, comme je le disais, c'est un syndrome qui a été un peu matérialisé, théorisé dans les années 70 à peu près. Donc on avait d'autres modèles de société également. Ouais. Et c'est vrai qu'on peut se demander si c'est pas aussi ancré dans une éducation un peu genrée. Eh bien, est-ce que, et ça a été montré aussi par les études vis-à-vis des enfants, on en a fait pas mal, qui montrent qu'on identifie beaucoup plus la question de plaisir, la question des pulsions, eh bien, dans l'éducation aux garçons, et la question de l'aspect affectif, de la dimension relationnelle, la dimension vraiment de réflexion et intellectuelle, eh bien, dans l'éducation des petites filles. Donc, est-ce que quelque part, c'est pas un peu le terreau qui ferait qu'on développe au final eh bien, une forme avec la société de déresponsabilisation des garçons? C'est un point d'interrogation, mais je pense pas qu'il soit contournable. Mais tu viens de dire quelque chose d'extraordinaire, mine de, est-ce que ce n'est pas la société qui nous force à grandir et qui donc fait apparaître ce syndrome de Peter Pan qui dérange un petit peu, puisque effectivement, si on doit prendre des responsabilités, c'est un petit peu pour s'intégrer à cette société qui nous force à avoir un travail, à régler ses dettes, à avoir une famille. Mais si la personne se sent libre et bien comme elle est, où est donc le mal? Explique-nous pourquoi finalement il faut grandir. En fait, comme je le disais, c'est pas forcément qu'il faut devenir une personne ultra, j'ai envie de dire sérieuse, ultra même un peu austère en vérité. Exact, ouais. C'est plutôt que, eh bien, effectivement, il faut garder cet aspect jovial, cet aspect enthousiaste, cette âme d'enfant qu'on entend très souvent. Mais est-ce qu'il faut grandir? Mais je crois que oui, il y a une part quand même, parce que quand on parle de grandir, on parle de responsabilité. Est-ce qu'on peut vivre dans un monde où quelque part on se figure qu'il n'y a pas de responsabilité? C'est quasiment, enfin c'est impossible. C'est dans le Zion. Ouais. Là vous plantez vos trucs, vous mangez, vous êtes là, vous êtes cool, là vous n'avez pas de responsabilité, c'est tranquille. Mais il y en a toujours, parce qu'il y en a dans les relations sociales, il y en a dans les liens qu'on a à sa famille, même si on est isolé au bout du monde, même si on n'a pas de rapport avec l'argent directement, on se met hors d'une société de consommation, il y a toujours une part de responsabilité dans les relations aux autres, dans ce qu'on veut transmettre quand on devient parent par exemple. Ça demanderait, je crois, à mon avis, ce serait un peu idéaliser les choses que de s'imaginer qu'on pourrait vivre totalement déconnecté de la notion de responsabilité. Exact. Elle n'a pas tort. Elle n'a pas tort. J'aime pas ne pas avoir raison et quand l'autre n'a pas tort. Alors, dans ce cas, comment est-ce qu'on peut faire pour se sortir de ce syndrome de Peter Pan? Est-ce qu'il y a une solution? Est-ce qu'il y a des méthodes? Est-ce que ça se fait du jour au lendemain? Dis-nous tout. C'est compliqué parce que, et c'est peut-être un peu frustrant et ça revient dans beaucoup de syndromes, dans beaucoup de situations problématiques dans la santé mentale en fait. C'est que, eh bien, on a tendance à réfléchir les choses en se disant mais c'est quoi la porte de sortie? Mais principalement la porte de sortie, elle vient très souvent de la personne en soi. C'est-à-dire qu'il faut déjà réussir à entendre ce qu'il y a comme discours autour de soi et parfois même s'il n'y a pas de discours autour de soi, réussir à constater qu'on est en difficulté. Là, dans ma vie, il y a tous ces endroits qui sont pas seulement en chantier, mais où je me suis mis moi-même en difficulté. Je n'arrive pas, j'essaye, mais je n'arrive pas forcément à avoir des relations finalement satisfaisantes avec les autres. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à questionner en moi? En fait, moi je crois que le point vraiment le plus important, c'est un petit peu cette question de la modestie, être humble et se demander si, eh bien, la réflexion qu'on peut avoir sur des situations, est-ce que ce sont que des causes externes en fait qui génèrent les problématiques qu'on a? Ça peut être le cas parfois, mais qu'est-ce qu'il y a en soi? Il faut accepter une part d'introspection, accepter aussi de se dire, eh bien, je n'ai peut-être pas raison sur tout, et à ce moment-là, vraiment, quand on se rend compte qu'on arrive malgré tout pas forcément à avancer, il faut consulter. Clairement. Faut consulter. Voilà, carrément, les gars. Mais justement, est-ce qu'il y a un âge de, je dirais, de non-retour? Par exemple, 50 ans.
50 ans, est-ce que si on a 50 ans, encore, et bien sûr je ne juge pas, 50 ans vous êtes encore jeune, jeune et resplendissant. Surtout ici, en Guadeloupe et en Martinique. Est-ce qu'on peut se soigner, je dirais? Eh bien, il ne faut pas se visualiser, je pense que c'est ce que tu dis, hein, il ne faut pas visualiser forcément un âge limite en fait. Voilà. On a toujours une perspective d'évolution. Et je crois bien que ça fait partie des défis de la vie en fait, se demander pas sans cesse ce qu'on peut avoir, mais sans cesse comment est-ce qu'on peut être au mieux et comment est-ce qu'on peut essayer de faire les choses un peu entre guillemets en harmonie. Ouais. Donc oui, évidemment, même à 50 ans, après oui, la problématique est peut-être plus installée, les problèmes se sont peut-être aussi accumulés, mais il faut comprendre qu'il y a des causes en fait à tout ça. Okay. Et les causes, je crois que ce serait se fourvoyer que de croire eh bien qu'on doit tourner le dos en fait à l'origine du syndrome. Donc oui, à 50 ans, on peut très bien entamer une psychothérapie, on peut très bien, ne serait-ce qu'aller vers la question d'une remise en question et juste entendre les personnes qui vous disent « il y a quelque chose qui ne va pas ». Est-ce que tu ne voudrais pas réfléchir à ta façon de fonctionner? Oui, c'est possible, du coup. Écouter les autres, c'est important. Autre question. Bon, c'est étonnant, parce que moi, tu sais que je suis resté bloqué sur à partir de 20 ans. Bon, les gars, c'est fou, 20 ans, c'est dingue. Alors, on était donc au syndrome de Peter Pan, mais 20 ans. Mais je suis d'accord avec toi sur le fait que, bon, c'est les faits, voilà. Mais quand même, 20 ans, ça reste jeune. Mais justement... Est-ce que c'est pas trop tôt pour avoir des responsabilités? Justement, ça parle peut-être des représentations qu'on peut avoir de la vingtaine. Ça tu vois, comme je disais 50 ans, voilà 20 ans, effectivement. Voilà le grand écart. Exactement. Est-ce qu'on pense que 20 ans, c'est pas un petit peu trop jeune et qu'on a le temps? En fait, c'est une représentation et une construction sociale. À 20 ans, dans nos sociétés, on pourrait considérer que globalement, on est dans un âge à peu près où on commence à les balbutiements de la responsabilité, on va dire, mais on n'y est pas totalement. Sauf qu'en vérité, à 20 ans, du point de vue cognitif, du point de vue physiologique, du point de vue en fait de là où on en est globalement dans tout son individu, on est capable en fait d'arriver déjà à se projeter, d'arriver à se demander effectivement qui je veux être, comment je veux m'inscrire dans la société. Donc tous les éléments de réflexion peuvent conduire à dire qu'à 20 ans, oui, il s'agit d'un jeune adulte, mais tout de même d'un adulte. Alors dans ce cas, comment à 20 ans, quel conseil justement peux-tu donner à tous nos jeunes de 20 ans pour déjà commencer à se construire mentalement? Sachant que je trouve que cette génération, elle est très, elle se construit vraiment très tôt, elle cherche du boulot très tôt, je pense qu'elle a déjà compris, je ne sais pas si c'est à cause des réseaux sociaux, de l'ère 2.0 et compagnie, mais elle est déjà en mode je veux avoir mon entreprise à 25 ans, je veux être propriétaire à 28 ans, mais pour celles et ceux qui n'y arrivent pas forcément, à 20 ans, quel conseil peux-tu leur donner pour se construire et éviter d'être dans le syndrome de Peter Pan? Moi, je crois que tu disais quelque chose, c'est que dans la tranche effectivement des 20 ans, il y a de plus en plus de personnes qui veulent se réaliser. Après, c'est quelque chose qu'il faut quand même étudier, parce que se réaliser, mais dans quel sens? On peut très bien avoir un syndrome de Peter Pan ou ne pas être finalement dans une certaine maturité ni émotionnelle ni globale, tout en voulant développer effectivement des activités, tout en voulant faire fructifier finalement quelque chose. C'est pas incompatible, bien au contraire. D'ailleurs, on reprend l'exemple de Michael Jackson, qui a eu quand même construit un empire et qui est quand même devenu vraiment un chanteur de renommée mondiale. Exact. Donc il peut y avoir un investissement dans un objectif, aussi par rapport à la question de la passion. Ça n'empêche pas que malgré tout, il pourrait y avoir un profil qui ne serait pas forcément responsable et mature. Donc c'est déjà quelque chose à questionner. Et pour revenir à ce que tu disais, est-ce que les personnes qui seraient dans la vingtaine, comment en fait les aider au final à aller vers cet âge adulte? Je crois qu'il faut comprendre que les jeunes ne sont pas a priori non plus isolés. Il y a la question aussi familiale autour. Ils ont des modèles finalement de référence. Il y a toute la dimension psychologique et personnelle qu'on va traverser dans l'expérience individuelle, mais il y a aussi la référence des parents. Avoir finalement un cadre solide qui vous aide finalement dans l'éducation à comprendre quelles sont les étapes qui pourraient y avoir à franchir et effectivement qui pourraient les amener à se réaliser en tant qu'adulte. Donc c'est une référence. Waouh, c'est vrai que c'est pas faux. Le fait d'avoir un entourage sain lorsqu'on est jeune peut nous aider à nous construire. Est-ce que effectivement ça peut être... Quelles sont les causes justement de ce syndrome? Est-ce que l'univers familial est important, l'univers social, l'harcèlement, le fait d'être peut-être enfermé lorsqu'on est jeune et donc finalement se construire par rapport à la télé? Je prends un exemple bête, mais c'est vrai qu'on peut se dire bon voilà, ma vie est un film. Dis-nous tout. Quelles sont les causes principales du syndrome de Peter Pan? Elles sont variées, mais ce qu'on peut dire, c'est qu'on peut s'imaginer globalement qu'il pourrait y avoir eu une forme de d'effraction dans l'enfance, en fait. D'accord. Alors,
ça, c'est une première hypothèse et qui revient la plupart du temps. Je pense que c'est celle qui représente le plus de cas de syndrome de Peter Pan. Pour être plus clair, par exemple des traumas finalement dans l'enfance, donc des choses vraiment précises, des événements qui se seraient déroulés. Il peut y avoir aussi le fait d'avoir été responsabilisé trop tôt. D'accord. D'avoir été une sorte d'enfant adulte en fait. Qui a dû faire face à tout un tas finalement de responsabilités quotidiennes qui n'appartiennent pas forcément à cet âge du développement. Bien sûr, j'insiste là-dessus, les parents ne choisissent pas forcément que les choses se passent ainsi. Mais ça a souvent un peu cette conséquence dans le syndrome de Peter Pan. Et bien, ce qui va se passer, c'est qu'en grandissant, l'adulte va cristalliser, il va vouloir protéger au final cet aspect d'enfance qu'il n'a pas pu vivre, et donc ça va donner cette fuite et cet évitement. Donc souvent c'est ça. Il y a une deuxième chose aussi qui vient, et là c'est moi qui le dis, tu as le droit. Parce que je trouve que c'est quelque chose à questionner, puisque c'est un syndrome qu'on a découvert, et je crois qu'on a peut-être peu cherché au final les autres causes qu'il pouvait y avoir, puisque ça appartenait à d'autres modèles de société. Moi aujourd'hui je me demande si ce n'est pas aussi relié à cette question de l'enfant roi, de l'enfant qu'on fait grandir dans un trop-plein, à qui effectivement on donne accès un peu à tout. Eh bien, moi je crois que ça peut développer un peu des phases un peu narcissiques en fait chez l'enfant qui, une fois devenu adulte, refuse et rejette la notion de la responsabilité parce que moi je décide de comment je mène ma vie. Voilà. Ok, très intéressant. Justement, parce qu'en Guadeloupe, ici, il y a beaucoup de syndromes de personnes touchées par le syndrome de Peter Pan. On a l'impression qu'on est une société très carrée, où de toute façon, il faut se montrer fort et mature très tôt. Est-ce que finalement, on a beaucoup d'adultes qui sont en mode Peter Pan? Le syndrome de Peter Pan, et je trouve qu'il y a quelque chose qui au final n'est pas si évident que ça à déceler. Et souvent, il nous emmène sur des chemins où on croit le voir, mais en fait, il n'y est pas. Et effectivement, comme tu disais tout à l'heure, il y a des personnes qui sont hyper enthousiastes, qui dégagent quelque chose de super positif. Et au final, ça peut être les personnes les plus responsables du monde, en fait. Exactement. Ça peut être les personnes les plus, au final, conscientes de ce qui les entoure, les plus empathiques, les plus sérieuses, ou au final, les plus concernées par ce qui est autour d'eux. C'est une façade. Donc, on ne peut pas vraiment dire et vraiment donner accès à quelque chose, ne serait-ce qu'approximativement de chiffrer ou même une impression, à savoir si ici en Guadeloupe il y a plus de personnes avec un syndrome de Peter Pan, puisque à mon avis la façade déjà est quelque chose sur lequel on fait fausse route en fait quelque part. Et puis je crois aussi que on a, j'insiste là-dessus, des modèles éducatifs qui sont quand même très forts de responsabilisation. Donc à mon avis, il y a quand même une part qui n'est pas forcément grandement concernée par ce syndrome. On parlait de l'entourage, bien entendu. Justement, au début, je te demandais est-ce que finalement le cercle d'amis de la personne atteinte du syndrome de Peter Pan sera un petit peu plus jeune et compagnie, mais au niveau de l'attirance, par rapport tu vois, ou par rapport au sexe opposé, ou du même sexe, bien entendu, vous faites ce que vous voulez. On a pris l'exemple de Michael Jackson tout à l'heure, effectivement, pas pour son attirance, bien entendu, ne me faites pas dire ce que je ne dis pas, mais effectivement, lorsqu'on se sent, est-ce qu'il y a des risques d'aller vers beaucoup plus jeune, ou est-ce que, non, j'ai 40 ans, je suis attiré par quelqu'un de 40 ans. Comment ça se passe? En fait, c'est complexe parce que c'est vrai qu'on pourrait se questionner sur la notion de lien qu'il pourrait y avoir entre la fuite de l'âge adulte et puis simplement parce que quand on réfléchit à ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça peut pousser l'esprit à aller jusque dans le déni de ce qu'on est. Même à aller vers ce qu'on appelle le dysmorphisme, en fait, c'est le fait de ne même pas se voir comme on est. Donc au final, effectivement, si psychiquement on arrive beaucoup plus aisément à s'identifier à des plus jeunes, voire à un monde d'enfants, oui, c'est quelque chose qui pourrait en découler. Après, on n'est pas dans le systématisme, parce que si on va plus loin dans cette notion de syndrome de Peter Pan, est-ce que l'enfance est connotée de ce point de vue, entre guillemets, un peu érotisé? Pas vraiment. Il y a des dimensions, mais l'enfance, par définition, c'est cette question de, je ne vais pas dire l'innocence parce que c'est pas tout à fait ça, mais c'est cette question plutôt des sentiments, on va dire amoureux, un peu, on va dire détachés au final, avec vraiment la notion de quelque chose d'un peu idéalisé, mais sans cette notion de la sexualité. Exact, c'est vrai, c'est pas faux. C'est pas faux. Encore une fois, mesdames et messieurs, Néhémie Martin, qu'est-ce qu'on a oublié de dire sur le syndrome de Peter Pan? J'ai l'impression qu'on a tout vu. L'homme, les femmes, comment ça apparaît, comment ça n'apparaît pas, le pourquoi, le comment. C'est excellent. Franchement, encore plus de lumière. Mais si on veut te poser des questions, si bien entendu on veut venir te voir parce qu'on a le syndrome de Peter Pan, est-ce que tu es connecté sur les réseaux sociaux? Est-ce que tu as Facebook, Instagram, un numéro de téléphone? Dis-nous tout. De toute façon, ça va s'afficher juste ici.
C'est facile, Némi Martin partout. Alors, décollez sur Facebook et collez sur Instagram. Et le portable 75 19 31. Voilà, tout est dit. Merci de nous avoir éclairé sur ce syndrome de Peter Pan. Maintenant, je sais que je suis atteint du syndrome de Peter Pan. C'est génial. C'est génial. Tu reviens, bien sûr, très vite pour un nouveau thème, parce qu'on a encore d'autres thèmes en réserve. Toujours un plaisir. Longue vie à toi. Nous, on se retrouve bien entendu avec un nouvel invité, mais ça sera pourquoi après la pub. À tout de suite.